Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Petitbon. Frédéric, bonjour. Bonjour les amis. Alors Frédéric, vous êtes partenaire associé chez PwC, vous êtes enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne et vous êtes depuis très récemment auteur du livre Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Merci d'être avec nous aujourd'hui Frédéric et merci à tous d'être nombreux avec nous aujourd'hui. Vous êtes encore une fois plus de 300 inscrits pour nous écouter aujourd'hui. Et merci, un grand merci pour votre fidélité. Alors, avant de démarrer cet échange avec Frédéric, je voudrais juste vous redonner un petit peu de contexte, quelques éléments de présentation sur Incentive, qui nous sommes. Incentive, nous sommes éditeurs de logiciels et nous sommes là pour accompagner les organisations dans les organisations commerciales, dans les grandes transformations managériales qui les attendent. Aujourd'hui, vos managers commerciaux n'ont pas d'outils. Les outils à disposition des managers commerciaux ont très peu évolué dans les 10 ou 15 dernières années pour animer, engager, faire progresser leurs équipes. Alors que les outils disponibles dans la vie de tous les jours, lorsqu'on souhaite se challenger, s'améliorer, eux ont largement progressé. Et c'est pour ça que nous avons créé Incentive, qui est une plateforme pour accompagner les managers dans la performance et dans les transformations pour accompagner leurs équipes. Plateforme tout en un de change management. Nous travaillons aujourd'hui avec les plus grandes organisations dans de nombreux secteurs d'activité différents et notre plateforme est utilisée par des utilisateurs dans 23 pays et disponible aujourd'hui en 9 langues, donc une présence très globale. Merci encore une fois de votre présence et fidélité. Frédéric, à nous. Alors Frédéric, bienvenue. Et première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui? Donc ce livre s'appelle Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. En fait, pour plusieurs raisons. D'abord, frapper comme sociologue et comme observateur des entreprises à quel point les métiers bougent vite, sur le digital bien sûr, mais pas seulement, aussi les métiers commerciaux, les métiers de relations, et avec des situations où on voit parfois des équipiers en vraie souffrance par rapport à un métier qu'ils n'arrivent pas à suivre, et d'autres effectivement qui arrivent à changer très vite de posture et de mode de faire. Mais les enjeux sont effectivement, ça se chiffre en centaines de milliers d'emplois en transformation, en millions en France sur le sujet. Et je voyais à la fois des endroits où ça va très vite et des endroits où ça va bien moins vite dans la manière dont on apprend. Ce que je vois aussi, c'est pour les grands projets de transformation, qui est un des sujets sur lesquels je suis observateur, qui est certains grands projets traitent par-dessus la jambe l'apprentissage de nouvelles compétences. On rajoute une couche de formation à l'issue du projet et youpla, on espère effectivement que ça va passer, que la formation suffira à faire bouger les pratiques. Et non, ça ne passe pas à l'acte. Il y a une déperdition qui est très très importante, avec un rôle qui est absolument majeur des entreprises. Donc parfois des situations où ça se passe très très bien, où on apprend très vite. Dans les exemples qu'on donne, il y a la situation de vendeurs de Sage qui sont en transformation rapide après avoir eu des formations qui fonctionnaient moins bien, et parfois des cas où ça fonctionne mal. Donc l'idée était, à partir de ce qu'on voit sur le terrain, de rechercher le cocktail de pratiques aussi bien au niveau de l'équipe, parce que ça se joue beaucoup au niveau micro, au niveau d'équipe, que dans une vision d'ensemble de grands projets ou d'entreprises, ce qui fait qu'on apprend vite, et qu'on apprend vite à l'échelle, parce que là, on ne peut plus se permettre de bidouiller, d'avoir des apprentissages partiels. C'est aussi
le plaisir d'une démarche collective où là aussi on a appris beaucoup. Le on est trois auteurs sur le sujet. Une amie académique qui s'appelle Julie Mastianuti, qui est une chercheuse dont le plaisir est de réfléchir à ce que devient la Learning Company, qui est un sujet qui intéresse les académiques. Et le deuxième co-auteur est Michael Montaner, qui est un collègue consultant, lui qui a développé des méthodes de coaching d'organisation, de coaching avec notre méthode Perform, qui est extraordinaire pour apprendre très vite. Voilà, donc l'idée était, ça bouge très très vite, on voit ces enjeux, on voit des cas où ça marche très bien en entreprise, des cas où ça marche pas, et donc notre idée, à partir d'une vision académique, d'une vision de terrain, d'une vision d'entreprise, d'avoir cette prise de recul. Oui, à titre personnel, les sujets qui me passionnent sont l'innovation managériale et sont effectivement la confiance. Peut-être encore un mot sur le pourquoi, qui est le Covid. Le Covid qui est bien sûr intéressant. On a vu à quelle rapidité on avait parfois appris, parfois où ça avait été difficile. Et pour faire de la pub pour un autre bouquin, un bouquin écrit par des amis sociologues, Bergeron, Boraz et Castel, qui sont intéressés à est-ce que l'État avait appris avec le Covid. Eh bien, nos amis sociologues disent un peu. Il y a effectivement un retour d'expérience qu'on voit dans les annonces qui sont faites, qui ont été faites hier soir et ce matin, mais un peu seulement, dans la mesure où le système organisationnel, où la manière de prendre les décisions, de changer de posture a peu bougé entre la période du mois de mars et maintenant. Donc les enjeux sont considérables pour les organisations aussi bien entreprises qu'organisations plus globales. Merci Frédéric. Alors, si je comprends bien, Frédéric, vous dites que la formation traditionnelle classique, ça ne fonctionne plus. Mais quand même, quand on va en formation, on apprend, on progresse, on a quand même bien théorisé l'apprentissage depuis un moment. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Quoi de neuf? Le sujet donc de la formation et de l'apprentissage est un sujet bien sûr qui est très travaillé. On le voit soi-même en apprenant, on le voit avec ses enfants, on le voit avec l'école. Très bien, mais ce que montrent les recherches, c'est que le savoir en savoir théorique, où on est passif par rapport à quelque chose qu'on reçoit, est quelque chose qui a une déperdition absolument extraordinaire, et que de plus en plus on met en évidence des modes dynamiques où on est en coopération, en processus d'apprentissage, bien plus que de manière passive. Donc, avec essentiel sur le sujet, le fonctionnement de l'organisation et la manière dont les dynamiques organisationnelles se mettent en place. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est effectivement parmi les idées qui émergent, qui sont parfois un peu décalées. On parle d'ailleurs, y compris en vocabulaire, de knowledge angels, de cultural brokers, de passeurs de connaissances. Et je vais juste donner un exemple qui a été étudié sur Ubisoft. Ubisoft, où des chercheurs, Ubisoft, où bien sûr c'est une entreprise où les équipes doivent innover très vite, et pour que ça innove, il faut qu'il y ait plusieurs équipes qui travaillent en parallèle sur des sujets, avec à la fois un besoin de coopération et un besoin de compétition, c'est de la compétition. Et ce que Ubisoft a mis en place pour apprendre très vite dans ces innovations, c'est ce qu'ils appellent des knowledge brokers. Et là, ce sont des acteurs de l'entreprise qui sont payés pour passer des connaissances, tout en construisant suffisamment de confiance pour qu'on accepte de leur donner l'information. Et donc, ça veut dire que moi, qui suis une équipe qui innove, je pourrais passer mes informations à mon knowledge broker parce que je sais qu'il va me garder un coup d'avance, parce que je sais qu'il va présenter les choses de manière intéressante pour les autres avec une vraie pédagogie, parce que je sais qu'il va me renvoyer la balle. Et tout ceci fait en sorte que j'ai intérêt à aller vite dans le passage de l'information et que l'organisation, grâce à ces dispositifs qui créent de la confiance et du passage de connaissances, apprenne très vite. Donc, on a vraiment ça qui bouge, de la dynamique, des processus et l'aspect de l'organisation qui est tout à fait important qui ressort.
Ok. Alors, Frédéric, vous parlez beaucoup d'organisation et d'équipes qui apprennent vite. La vitesse d'apprentissage semble être aujourd'hui pour vous le cœur, le nerf de la guerre, la clé du succès. Pour vous, qu'est-ce que c'est une équipe qui apprend vite? Peut-être à l'écran, là, vous voyez les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Dans ces 10 règles d'or, on en a 6 qui concernent l'équipe et on en a 4 qui concernent l'entreprise de manière globale. 6 qui concernent l'équipe, c'est beaucoup parce que c'est effectivement beaucoup là où ça se passe, là où on apprend vite à ce niveau micro. Et ce qu'on voit dans les équipes effectivement qui apprennent bien, c'est tout d'abord que chacun joue. Je suis acteur de mon parcours, je sais quelle est ce que je peux y trouver, quelle est l'étape d'après, et j'ai une vraie capacité à organiser les choses sur le sujet. Donc, je suis acteur, et là, on a en plus des éléments qui sont maintenant possibles via intelligence artificielle ou autre pour donner une visibilité sur ce qui est possible pour moi. Ce qu'on voit bien dans les équipes qui apprennent vite, c'est on joue sur l'envie. L'envie, c'est le fun, c'est tous les éléments du nudge, c'est la bonne mobilisation des technologies. L'initiative étant bien sûr tout à fait intéressant sur le sujet, mais pour apprendre vite, il faut avoir envie et l'envie, ça se construit. C'est ce que je vais gagner, c'est comment je joue, comment je m'amuse, comment le collectif m'aide à avancer là-dessus. Les équipes qui apprennent vite aussi, c'est aussi et ça c'est un point important pour la formation. La formation bien sûr reste, mais pour que ça marche, c'est passage à l'acte immédiat. Non, soyons très exigeants face à ces formations déconnectées où on sort et on ne revient pas pour application immédiate. La déperdition est vraiment trop importante sur le sujet, on peut plus se le permettre. Ce qu'on voit aussi dans ces équipes, c'est des routines, des rituels qui protègent, qui organisent et qui libèrent. Donc l'idée étant effectivement que on sait qu'on est en confiance pour avoir un temps de retour d'expérience, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, partager une bonne pratique avec ses collègues, et on sait qu'on ne prend pas de risques, qu'on est protégé par le collectif, et donc on a le droit de se tromper, qu'on a le droit d'essayer. On parle d'ailleurs plus de droit à l'essai que de droit à l'erreur. Peut-être encore un point qui est, on insiste aussi beaucoup sur le coaching en disant que une équipe qui fonctionne, c'est une équipe où on se donne la main, où je suis coach, où je suis coaché, avec un vrai travail où on s'aide pour les bonnes pratiques. On l'a vu de manière évidente à l'époque du confinement. On le voit beaucoup dans les grands projets où quand ça marche, effectivement, qu'il y a des ambassadeurs, des coachs, des relais qui jouent effectivement cette relance et cet apprentissage collectif. Ok. Merci Frédéric. Alors, on a l'impression, enfin, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que l'équipe est le lieu privilégié en fait de l'apprentissage et d'un apprentissage rapide et massif. L'équipe, c'est aussi la zone du manager de proximité. Euh, Quel est aujourd'hui son rôle dans l'upskilling que vous décrivez? Est-ce que c'est un sachant qui transmet ou au contraire, est-ce qu'il anime? Le, euh, Bien sûr qu'il a un rôle essentiel. Ce qu'on voit exploser dans le système, c'est le rôle du manager au centre, le manager en étoile, celui qui savait, qui distribuait les commandes, qui était le centre de toute l'information, par qui ça passait. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est très fortement remis en cause et qu'on ne trouve pas dans les équipes qui apprennent vite. Par parenthèse, le confinement va encore accélérer ces éléments parce que ce manager en étoile ne fonctionne que quand il a tous ses collaborateurs sous la main, ce qui devient bien sûr tout à fait impossible, y compris s'il essaie de fliquer leur présence. Donc, c'est pas le manager en étoile, c'est pas le manager dans le monde et contrôle. Mais c'est celui qui, d'abord, apprend lui-même. Donc là, quand je vois dans les équipes le manager qui n'ose pas dire qu'il ne sait pas,
je dis attention, inquiétude, ça veut dire qu'il y a probablement du blocage. À l'inverse, quand je vois un manager très à l'aise pour dire je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer autrement, ça j'arrive pas à faire, c'est très sécurisant pour l'équipe dans la mesure où effectivement ça montre qu'on a le droit de ne pas savoir et qu'on est là aussi pour apprendre. Et le manager, c'est aussi celui qui crée les conditions organisationnelles de l'apprentissage collectif. C'est mes rituels. C'est est-ce que j'ai dans ma semaine le temps d'échange qui permet de dire tiens, ça on a essayé, on s'est planté, ça on a essayé, c'est de bonne pratique. C'est des rituels où on se donne du feedback. Ça, franchement, ce qu'on s'est ennuyé dans cette réunion, est-ce qu'on pourrait passer autrement? C'est de l'apprentissage sur la bonne pratique. Tiens, est-ce que tu as essayé ça sur l'outil? Est-ce que tu as essayé cet élément pour la mise en pratique des méthodes? Et c'est tout ceci dans un esprit de confiance. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit dans les équipes qui favorisent l'upskilling. C'est pas le manager au centre, c'est le manager qui crée ces conditions organisationnelles, qui fait de la confiance et avec toute une série d'éléments de routines, de rituels qui donnent un temps pour l'apprentissage. Ok. Donc, on sent que le manager a un rôle extrêmement important dans ces nouvelles formes d'apprentissage, d'upskilling. Et la technologie dans tout ça, parce que enfin, depuis un certain nombre d'années, on a vu arriver pléthore de technologies de formation, LMS, micro-learning, e-learning. Quel est le rôle? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que finalement c'est déjà un peu dépassé? C'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas faire cet apprentissage rapide et cet apprentissage à l'échelle sans techno et y compris donc là où pour avoir pratiqué Incentive, ça peut être tout à fait puissant. Je vais prendre l'exemple d'un projet. C'était dans le monde de la grande distribution mené d'ailleurs avec les outils, l'expertise d'Incentive où il fallait effectivement faire bouger rapidement des pratiques des comportements des équipes, et en particulier, c'est les managers qui étaient en question. Cette entreprise était très inquiète sur le sujet, pensait effectivement que la formation ne servirait à rien. Et pensait que la communication passerait comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et effectivement, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait fonctionner cette logique de rituel et d'apprentissage avec la techno. Concrètement, c'était toutes les semaines, je joue sur la compétence qu'il faut que je travaille avec du gaming. Du gaming, c'est du quiz. C'est concrètement toutes les semaines, j'ai des vidéos très très courtes qui me permettent de ne pas m'ennuyer et de voir ça pendant quelques minutes pendant mes temps morts. C'est la technologie qui permet de savoir ce que font mes collègues, de l'émulation et du partage de connaissances. C'est une technologie qui permet de partager là aussi où on en est et ce qu'on apprend. Donc, vous voyez que sur mes belles idées sur les entreprises qui apprennent vite, elles auraient beaucoup de mal à fonctionner sans le soutien des rituels et a fortiori, parce que c'est aussi ça qui change, si je veux le faire à l'échelle. Si je veux le faire vite et si je veux le faire à l'échelle, là, effectivement, je ne peux plus me contenter d'être dans une équipe qui fonctionne, une autre qui ne partira pas parce que le chef ne sera pas enthousiaste du sujet. Donc là, j'ai vraiment besoin d'avoir une mécanique qui permet de mettre beaucoup d'équipes en chemin en même temps. Et en même temps, avec ces routines, ces rituels, ce fun, ce qui donne envie, qui est essentiel pour apprendre vite. Et est-ce qu'il n'y a pas un rôle clé du dirigeant aussi dans cette organisation? On a parlé de l'équipe qui apprend vite, et donc on sent que le manager a un rôle primordial dans cette équipe qui apprend vite, mais quid du rôle du manager à l'échelle de l'organisation? Son rôle est bien sûr essentiel. Tout d'abord, si dans son fonctionnement d'équipe à lui, il montre exactement l'inverse,
que ce qu'il demande à ses collaborateurs, c'est mal barré. Et regardons effectivement là aussi l'impact d'un comité de direction qui fonctionne bien, qui apprend, où le chef lui aussi partage ses difficultés, ses essais, ses erreurs. Donc, il y a bien sûr un rôle exemplaire là-dessus. J'ai en tête des entreprises, je pense par exemple à L'Oréal, où la transformation numérique a eu un impact bien plus important quand le grand patron avait montré lui-même le temps qu'il allait passer à se former, à la fois dans des séances de learning, dans des séances de coaching par des jeunes. C'est bien sûr très, très important sur le sujet. Donc, il y a d'abord ce rôle qui est effectivement exemplaire, comme pour toute équipe. Après, il y a un point qui est pourquoi faire tout ça et comment donner du sens à l'apprentissage rapide. On a heureusement rarement des situations comme le Covid où il n'y a pas le choix. Donc là, il n'y a pas besoin de faire une burning platform. L'évidence est absolue. Mais il y a beaucoup de situations en entreprise où il faut donner des bonnes raisons. Il faut en plus voir jusqu'où on est cash. Je pense à, par exemple, le monde bancaire. Le monde bancaire où les transformations de métiers et transformations technologiques sont multiples. Et pourtant, où on voit assez souvent les dirigeants ne pas être explicites dans ce qu'ils disent à leurs équipes pour ne pas leur faire peur de l'ampleur des transformations, mais paradoxalement, ils leur font presque plus peur en ne disant pas les choses. Donc, le dirigeant a un rôle très important là aussi de montrer ce qui doit changer dans les métiers, dans l'apprentissage, dans l'upskill, pour à la fois montrer que si on ne bouge pas dans tel métier, ces métiers disparaîtra, il y en aura des questions pour ceux qui l'incarnent, et en même temps, et c'est son rôle de montrer le chemin, montrer comment effectivement les dynamiques d'apprentissage vont être balisées, comment les équipiers vont être accompagnés par de la formation un peu, mais aussi beaucoup par des dispositifs d'apprentissage collectif comme on les met en avant. Donc, peut-être encore un point sur le rôle du manager qui est les conditions organisationnelles. L'idée, donc ça on l'a vraiment vu dans les cas qu'on développe dans ce livre, c'est on apprend bien plus vite quand on fait se confronter des métiers différents, des logiques différentes sur le sujet. Et là, c'est aux dirigeants de trouver des organisations qui cassent les silos, de trouver des organisations qui permettent de faire échanger ensemble le responsable produit, le responsable techno, l'homme du marketing, l'homme des ventes, l'homme qui gère les compétences, qui auront chacun leur point de vue différent là-dessus. Donc ça, c'est des conditions organisationnelles sur lesquelles le dirigeant est essentiel. Conditions organisationnelles et peut-être encore un mot, mixité des équipes. On apprend bien plus vite quand les équipes sont pas homogènes. Et ça, c'est bien sûr le dirigeant qui le fait. C'est compliqué parce que c'est tellement plus facile d'échanger avec des collègues, des pairs qui raisonnent juste comme vous. On n'a même pas la peine de parler pour se comprendre, mais c'est souvent une erreur parce que ça bloque avec un mode de raisonnement unique et ça ne permet pas d'apprendre beaucoup. Donc le dirigeant, on est vraiment sur ces différentes dimensions. Comment est-ce que je suis exemplaire, moi, dans mon apprentissage, dans mon équipe de direction? Comment est-ce que je raconte une histoire à la fois en étant cash sur les évolutions? C'est par exemple dans le monde des systèmes d'information. Là, c'est bien sûr un sujet sur lequel les évolutions sont multiples. On voit certaines DSI où effectivement on a peur et ça va pas assez vite dans l'évolution. Il y en a d'autres où parfois le dirigeant a été cash dans les besoins de transformation de métier, où ça fonctionne bien quand effectivement la dynamique d'apprentissage est balisée par la suite, de l'auto-évaluation, de l'apprentissage collectif, du rôle du manager. Ok, merci Frédéric pour tous ces éléments. Peut-être pour conclure nos échanges, une question très concrète. Demain, qu'est-ce que je fais? Demain, si je veux apprendre vite, si je veux que mes équipes apprennent vite, par quoi je commence? Qu'est-ce que je démarre?
Demain, si vous êtes équipe, donc vous prenez simplement ces 6 points des secrets des équipes qui apprennent vite. Et vous vous demandez comment vous les incarnez dans votre équipe. Est-ce qu'effectivement, je donne des perspectives à mes collaborateurs pour qu'ils construisent leur parcours? Est-ce que ce que je fais comme projet aide? Est-ce que je joue suffisamment sur l'envie? Est-ce que je permets un passage à l'acte immédiat? Est-ce que mes rituels, et ça franchement c'est facile à challenger, protège, organise et permet d'apprendre? Jusqu'où jouons-nous le coach et comment j'organise la percussion? Donc c'est vraiment facile à mettre en œuvre, d'autant plus que je suis sûr que dans ceux qui nous regardent, ces pratiques sont souvent pour partie développées, mais simplement je les regarde de manière systématique, c'est si pratique, je les mets en échange avec mes équipiers. Est-ce qu'effectivement on fait ça bien ensemble là-dessus? Et je regarde effectivement comment j'avance. Ça, si je suis au niveau équipe. Après, si on voit effectivement ça au niveau grand projet, c'est comment effectivement je regarde que mes grands projets ont cette composante d'apprentissage à l'échelle suffisante. C'est-à-dire, est-ce que dans l'organisation du projet, j'ai identifié cet apprentissage, ce learning, est-ce que je l'ai fait dans mes rôles? Est-ce que dans le déroulé de mon projet, j'ai ces rituels qui permettent d'organiser? Est-ce que j'ai structuré le rôle des sponsors, des dirigeants pour qu'ils permettent cet apprentissage? Donc, je mets ça de manière systématique dans mes projets en disant que c'est une très bonne checklist pour vérifier que mes projets embarquent et permettent cet apprentissage à l'échelle. Merci Frédéric pour cet échange très riche. Une dernière question un peu plus fun pour conclure et avant de prendre les questions du public. Est-ce que vous pouvez nous partager votre anecdote la plus surprenante que vous ayez apprise lors de l'écriture du livre? Surprenante en tout cas dans les plaisirs, c'est effectivement c'était d'ailleurs dans un projet aussi mené avec Incentive où avec une forte incitation du dirigeant, on était passé un peu en force pour imposer ces règles du jeu face à un manager qui n'était pas enthousiaste, qui n'avait pas envie de micro-learning, qui n'avait pas envie de nouvelles techno, qui n'avait pas envie de jeux, qui trouvait ça trop gamin, qui n'était pas son sujet. Et puis effectivement, le projet avait très très bien marché et c'était le plaisir de l'avoir revu 6 mois après, donner des leçons à ses collègues pour leur raconter comment on pouvait apprendre vite, leur donner des conseils de comportement managérial, etc. Et le manager était infiniment plus pédagogue que ce que j'aurais pu être là-dessus. Il aurait bien souri si je l'avais filmé 3 mois avant. Merci beaucoup Frédéric. On va prendre quelques questions du public. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez un petit module de questions si vous voulez nous faire part de vos questions. Alors, dans la slide avec les 10 bonnes pratiques, Frédéric, il y a un des items qui est moi, nous, tous coach, tous coachés. Chez Incentive, on a de nombreux clients qui se posent la question d'organiser du vrai coaching pair à pair, c'est-à-dire de structurer, d'aller au-delà du coaching uniquement du manager avec ses coachés, mais d'organiser un coaching entre pairs régulier. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne, que vous avez déjà vu à l'œuvre dans des organisations? C'est très puissant. Donc, et c'est pas forcément très compliqué à organiser parce qu'on s'appuie souvent sur un très bon terreau. Le manager a souvent la confiance de ses équipes, mais pas toujours. Quand ça vient de plus haut ou d'ailleurs, là aussi, on peut avoir des réticences. Le fait d'être entre pairs est effectivement très très puissant, d'autant plus que ça valorise l'aspect de partage de connaissances. Oui, c'est tout à fait puissant. Et je regardais ça aussi dans des univers comme le monde de l'Éducation nationale qui lance son Grenelle maintenant. Et dans les mots-clés qu'il lance, c'est l'aspect coopération.
qui effectivement, pour ces mondes, pour l'enseignant, le fait d'être en écoute face à… Allô, Frédéric? Malheureusement, je crois que nous avons perdu peut Frédéric. aider, mais Ah, de voilà, retour. Frédéric, on t'avait voilà, perdu. Vous avez perdu pendant voilà. quelques minutes. Voilà, donc avec donc ce co-coaching qui est vraiment tout à fait important, qui fonctionne tout à fait bien et qu'il faut pousser. Après, on peut sur le coaching bien sûr être à plusieurs niveaux. Ça s'apprend. Il y a une pratique de pair de premier niveau qui fonctionne bien. On peut aller plus loin. Donc là aussi avec des apprentissages qui peuvent être plus complexes. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser. Merci Frédéric. On a une question très intéressante sur le rythme de formation. Est-ce qu'il y a des rythmes optimaux pour favoriser un apprentissage rapide, à la fois dans la diffusion de connaissances, dans les rituels, etc. On a dans nos pratiques chez PwC une méthode qu'on aime bien qui s'appelle la méthode Perform. Et Perform, c'est 12 semaines pour un service, pour une entité, où en 12 semaines, chaque semaine, j'apprends une nouvelle pratique et j'ancre celle que j'ai apprise. Et 12 semaines étant une période bien donc c'est 3 mois qui permettent vraiment d'ancrer de nouvelles pratiques. Donc première réponse. Deuxième réponse, on aime bien effectivement les logiques de temps court, les logiques hebdo qui permettent vraiment de rythmer les pratiques. Et au travers du rythme, il y a bien sûr le passage à l'acte immédiat, c'est comment on met tout de suite à l'œuvre sur le sujet. Mais donc la semaine comme bon rituel, la journée parfois, mais ça je le vois seulement dans certains projets, et là aussi des technologies peuvent aider. Le 3 mois pour en créer des pratiques, et dans tous les cas, l'idée d'être dans du passage à l'acte immédiat de ce qu'on a testé. Ok. On a une question, Frédéric, sur l'exemple que vous donniez de Ubisoft avec les knowledge brokers. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu le rôle de ces knowledge brokers? Est-ce qu'il s'agit d'influenceurs? Quel est leur rôle exactement dans l'organisation? Ce sont des tiers de confiance qui sont là pour diffuser la connaissance des équipes qui innovent, en la rendant pédagogue, facile à transmettre et utiliser, parce que celui qui innove n'est pas toujours le meilleur pédagogue pour raconter son histoire, et tiers de confiance qui permettent aussi, qui garantissent aussi à celui qui a eu la bonne idée qu'il restera valorisé, que c'est lui qui est sur la photo, et que le cas échéant, on lui garde un petit coup d'avance pour que son idée soit pas tout de suite mobilisée sur un projet concurrent. C'est vraiment cette idée de tiers de confiance. Je peux te parler parce que je sais que tu ne passeras pas tout de suite l'information. Je sais que ce que tu passeras sera bien présenté, bien pédagogue sur le sujet. Et je sais que tu me garantis que je ne vais pas être perdant en passant mon information. Ok. On a une question sur la typologie de manager. Est-ce qu'il y a, puisqu'on voit que le rôle du manager se transforme en profondeur, et on le savait déjà avec cette notion de manager coach, mais c'est confirmé avec son rôle aussi dans l'apprentissage de l'upskilling. Est-ce qu'il y a un profil est-ce que le profil des managers change? Est-ce qu'il y a un nouveau profil de manager qui est adapté au fonctionnement actuel? Comment évoluent les managers? Donc avec prudence sur le sujet, parce que on a vraiment sur les questions de management une situation de contexte. On a des cas où on a vraiment besoin d'un commandement, j'utilise ce terme directif qui est pertinent pour prendre tel type de décision, et derrière pour qu'on exécute. Et on a beaucoup de situations, je pense pas seulement à l'ordre public, où ces situations existent encore, donc avec des profils de managers directifs qui sont très pertinentes en situation. En tendance de fond, bien sûr, un besoin
de parvenir à s'adapter à un contexte. Et dans beaucoup de métiers où on a plus de compétences, plus de sachants, des gens qui doivent plus coopérer, les profils voilà, donc le profil du manager doit être un profil qui permet de partager, d'apprendre, de mettre en communauté et créer de la confiance. Merci Frédéric. Peut-être une question très pragmatique pour terminer cette session ensemble. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? À la Fnac, sur Amazon, voilà. Donc il est aussi pour ceux qui n'aiment pas le livre papier, il est aussi téléchargeable sur ces belles maisons. C'est parfait. Un immense merci Frédéric pour ce partage très riche. Je vous recommande à tous de vous procurer un exemplaire d'Upskilling qui est passionnant et qui pousse beaucoup plus loin les 10 concepts, les 10 commandements qu'on a vus aujourd'hui, illustrés avec des exemples, des cas pratiques très intéressants. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale. Merci Frédéric. Bonne journée à tous. Bon courage pour le nouveau confinement et à bientôt. Merci, à très bientôt.